dire de ne pas manger le makrouf qui existe devant. C'est un exercice, et j'imagine c'est un exercice sur le jeûne, ou sur la tentation, ou sur l'abstinence, ou l'abstention. Et le muhim, ne mangez pas le makrouf, c'est pas bon pour la santé. Et si vous en mangez, elle va vous en donner un autre morceau. Guilty, guilty. Alors, si vous en mangez, vous serez criminalisé comme les trafiquants. OK? Alors, Hanen m'a bien présenté. Donc, je suis, entre autres, je suis avant tout médecin légiste. Non, je suis avant tout médecin. Donc, c'est pour cela que je vais vous parler d'assistance médicale. Et je suis membre de l'instance, et j'étais déjà membre de l'instance provisoire. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, pourquoi vous parlez d'assistance médicale? Pourquoi je vous parle d'assistance médicale? Est-ce intéressant pour vous? Déjà, pourquoi on programme dans une école d'été de vous parler d'un sujet? Next slide. Alors, si on choisit de vous parler d'un sujet, il faut que le sujet soit pertinent. Si ce n'est pas pertinent, ça ne sert à rien de vous parler de ce sujet. Alors, pour nous, assister, c'est pertinent. Pourquoi c'est pertinent? Parce que les victimes ont besoin d'être assistées. L'assistance est un droit. Deuxièmement, assister peut se faire dans un contexte d'urgence, n'est-ce pas? Alors là, dans le contexte médical, les victimes peuvent avoir une urgence médicale et les assister est une urgence. Et quand je parle d'une urgence, l'urgence est à la fois peut être physique ou psychologique. Et Melk a parlé tout à l'heure d'assistance immédiate. Et là, on est dans le cadre d'agir urgemment. Troisièmement, c'est grave parce que la traite peut avoir des conséquences néfastes sur la santé physique, psychologique, sexuelle de la victime. Et si ces conséquences ne sont pas prises à temps et correctement, les conséquences peuvent être graves. Quatrièmement, parce que c'est fréquent. Et là, on parle d'incidence. Next slide. Et au fait, et là, toutes les critiques qui vont être, je vais dire, adressées à l'instance, c'est que beaucoup de victimes ne sont pas prises en charge. Pourquoi? Tout simplement parce que le système fait que ces victimes n'ont pas accès aux soins. Pourquoi ces victimes n'ont pas accès aux soins? Parce qu'une victime peut être détectée et non identifiée. La victime peut être identifiée et non signalée. La victime, une fois elle est signalée, elle peut être non documentée, non reconnue en tant que victime. Et enfin, les victimes qui sont documentées, identifiées, peuvent ne pas être prises en charge. Donc, vous avez un drop-out à tous les niveaux et quelque part, une infime partie de ces victimes ont réellement accès à cette assistance. Donc, on est dans un système d'iceberg dans lequel, je vais dire, la plus grande partie des victimes n'exerce pas réellement ce droit à l'assistance. Next. Alors, est-ce qu'il y a des lignes directrices en matière d'octroi de soins pour les victimes de traite? Est-ce qu'il y a un texte, quelque chose? Séné, est-ce qu'il y a un texte? Normalement, c'est Madame Larbidier. Mais normalement, il y aura un projet de décret sur la gratuité des soins en exécution et en mise en œuvre de la loi sur la traite. C'est en Tunisie. Il
Il y a une convention internationale. Il y a des conventions internationales sur le principe de l'universalité des soins. Et pour la traite spécifiquement. Next. Alors, l'approche, alors parce qu'on est dans un atelier migration, traite, alors juste je reprends comme la traite est une violation des droits de l'homme. Et l'accès aux soins et à l'assistance médicale est garanti par toutes les conventions internationales, les traités, aussi bien onusiens, non onusiens. Et juste, je cite par exemple l'observation générale du Comité des droits de l'homme de 86 sur la situation des étrangers au regard du pacte. Droits économiques et sociaux. Les étrangers ont droit à une égale protection de la loi. Et là, on va parler d'équivalence. Chemin d'équivalence, c'est-à-dire les personnes se retrouvant sur le sol tunisien devraient jouir des mêmes droits d'accès aux soins que les Tunisiens. Plus encore, je vais parler, next, de la déclaration de Budapest sur la santé publique et la traite d'êtres humains. Je ne vais vous demander que retenir la date. C'est celle de 2003. C'est une déclaration qui offre des indications concernant la fourniture des soins de santé. Donc, les lignes directrices sont fournies par cette déclaration de Budapest. Que dit cette déclaration? Next. Alors, les victimes de traite doivent avoir accès à des soins de santé qui ne sont pas quelconques. Ces soins doivent être globaux, donc pas parcellés et partiels. Secondo, soutenus et appropriés, c'est-à-dire quelque part adaptés à leur état de santé, adaptés à leurs besoins et surtout répondant à leurs droits et en le faisant participer, donc quelque part en les autonomisant. Secondo, cette offre de soins devrait être adaptée au sexe, à l'âge et bien sûr à leur origine. Le but, et là c'est le côté le plus difficile, parce que généralement on vous parle de droit à la santé. Mais une personne malade peut ne pas être améliorée ni guérie par l'intervention médicale. Tout ce que peut garantir un État, c'est l'accès aux soins appropriés dans un but, sinon bien évidemment de guérir, c'est d'apporter des soins non pas quelconques, consciencieux, diligents, attentifs et bien sûr réserve faite de circonstances exceptionnelles, exemple conflit armé, conforme aux données actuelles de la science. Donc dans un but de rétablir un état de santé physique et mentale et dans un but de réinsertion sociale. Et là juste je rappelle qu'il y a des standards en la matière. C'est la déclaration de bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un en bon état de santé? Un bon état de santé, ça doit être physique, psychique et social et ne consiste pas en l'absence de maladie. C'est pour cela que vous avez le petit mot là, réinsertion, cette phrase réinsertion sociale. Next. Alors, qu'est-ce que cela implique en matière d'implémentation? En matière d'implémentation, assister quelqu'un veut dire que cette victime devrait avoir accès à un personnel médical qualifié. L'environnement dans lequel se déroule le soin devrait être un environnement sûr. Et là, je vais revenir sur le côté sécurité et sûreté qui est une, je vais dire, spécificité pour les victimes de traite. Et bien sûr, conforme aux normes, c'est-à-dire code déontologie, les normes de la World Medical Association, c'est-à-dire conforme au code professionnel. Next.
Alors, dans ce processus, c'est un processus participatif. La victime n'est pas infantilisée, on n'est pas, c'est pas une réaction paternaliste, c'est-à-dire on répond simplement aux besoins ou on impose aux victimes une assistance, je vais dire, non personnalisée. Il y a dans ce processus, la victime devrait être informée de toutes les étapes de la prise en charge. Et quand je dis informée, ce n'est pas une information, je vais dire, quelconque. Elle doit être tout d'abord claire, précise, intelligible, c'est-à-dire que la victime devrait comprendre ce qu'on lui propose et adapter aux capacités de compréhension. N'oubliez pas qu'on a des victimes qui peuvent être enfants, on peut avoir des victimes qui souffrent d'handicap, je vais dire, psychomoteur, intellectuel, donc c'est très important que cette information soit intelligible et adaptée aux capacités de compréhension, idéalement dans la langue maternelle de la victime. Et je vais revenir sur le rôle des interprètes. Deuxièmement, l'information n'est pas seulement suffisante dans ce processus, il faudrait que la victime soit consentante au processus. Et là, c'est un consentement qui devrait être libre et éclairé. Donc, et quand je dis consentement, exemple, la victime peut être d'accord pour s'entretenir avec vous, mais peut ne pas être d'accord qu'elle soit examinée. Elle peut être d'accord pour être examinée et conseillée et ne pas être d'accord pour recevoir tel ou tel traitement. Donc, ce consentement devrait être renouvelé à toutes les étapes de la prise en charge. Et ceci ne peut pas être improvisé parce que, tout simplement, il devrait y avoir un process du recueil de ce consentement éclairé. Troisièmement, la victime a le droit à la confidentialité absolue. Et là, un anonymat intégralement protégé par, je vais dire, les textes internationaux et par notre loi tunisienne. Et la levée de cet anonymat ne peut être faite qu'après, je vais dire, l'aval et le consentement de la victime. Next. Alors, pour cela, on a parlé d'équivalence et de normes minimales, c'est-à-dire les normes minimales qui peuvent être offertes aux victimes et en tenant compte de la spécificité, c'est-à-dire ce sont des victimes de traite. Next, cette protection et intervention est encore supplémentaire et je vais dire spécifique quand il s'agit de groupes vulnérables. Et là, on met l'accent pour les victimes enfants et adolescents quant aux soins qui leur sont offerts. Next. Next. Alors, je vais parler de l'expérience tunisienne. Et là, quand je parle de l'expérience tunisienne, je vais parler de mon expérience en tant que membre de l'instance nationale de lutte contre la traite. Je vais parler de ma petite expérience en tant que médecin légiste travaillant dans une unité médico-judiciaire qui s'appelle INGED à l'hôpital Charles-Necker, dans laquelle on documente les victimes de violences sexuelles, d'exploitation sexuelle. Et je vais parler aussi, Melek a parlé de notre expérience parce que je suis le président du board de l'Institut Nebras dans le côté réhabilitation. Donc je vais un peu reprendre certains aspects en essayant un peu de jongler entre les différentes casquettes que j'occupe. Alors, d'un point de vue technique, on observe des obstacles concrets à la mise en œuvre du texte de loi en matière d'assistance médicale
des victimes. Et quand je parle d'obstacles, ces obstacles peuvent être calqués à d'autres volets de l'assistance et pas seulement à l'assistance médicale. Alors, quels sont ces obstacles? Alors, Imen. Alors, il y a le cadre juridique, quand je vais dire inadéquat, pas tout simplement dans son implémentation. Par exemple, ce texte qui tarde à voir le jour en matière de gratuité de soins. Et tout simplement parce que notre cadre juridique, c'est vrai qu'il offre l'accès aux structures de soins urgents de jour et de nuit pour toutes les personnes se retrouvant sur le sol, mais le système fait que on ne va pas lui refuser de soins, mais tout simplement, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût qui est ce qui se charge administrativement de mettre un code sur l'ordinateur pour enregistrer cette victime de traite. Quelque part, dans notre système de soins, quand on est au bureau d'accueil, on n'a aucun code pour ces victimes étrangères pour une traçabilité administrative. Ce n'est pas tellement la gratuité qui gêne, mais comment implémenter en pratique de tels artifices. Deuxièmement, la définition même de traite qui exige un acte, moyen, but, des critères d'identification. Cela suppose qu'on est passé à un stade où on va dire c'est une victime présumée, une victime potentielle. D'un point de vue pratique, il faudrait que quelqu'un dise que c'est une victime pour qu'il y ait exercice de ce droit. Il y a une phase pendant laquelle la victime a toujours été victime, mais elle n'a pas été reconnue, détectée, identifiée en tant que telle. Et cette victime qui n'a pas été reconnue en tant que victime peut tomber malade. Et quand elle fréquente une structure de soins, elle n'a aucun statut. Et là, on retombe dans les mêmes difficultés. Le statut irrégulier, les craintes, la relation avec le trafiquant font que ces victimes ont peur de s'adresser aux structures médicales, peur de représailles, peur d'être appréhendées par la police. Donc, tout cela sont des obstacles. Un volet à ne pas négliger, c'est que les professionnels de santé eux-mêmes ne sont ni sensibilisés, ni formés en matière de traite et en matière de psychotrauma. Si vous leur dites qu'est-ce que ça veut dire traite, ils ne sont pas formés. Et là, à l'instance, fait un grand effort avec les partenaires, entre autres, pour former les médecins et les professionnels de la santé sur le phénomène traite. Et puis, il y a les facteurs culturels et religieux que, là aussi, beaucoup de victimes n'ont pas accès à cette médecine dite moderne ou cartésienne, préfèrent d'autres pratiques traditionnelles pour les soins et, à vrai dire, on se retrouve parfois dans un cadre d'urgence avec des catastrophes médicales parce que certaines affections n'ont pas été prises à temps. Et alors, on arrive au stade, next, c'est que ces victimes sont prises en charge par plusieurs professionnels, tous experts. C'est comme l'histoire de l'éléphant et 6 aveugles. Quand je dis aveugles, c'est-à-dire des personnes porteurs d'handicap visuel, le mot à mettre entre guillemets, c'est un village dans lequel vous avez un éléphant et on demande à des personnes qui n'ont pas le sens de la vue d'examiner, d'appréhender le sens d'un éléphant. Chacun d'eux va tout simplement utiliser les autres sens et toucher une partie du corps de l'éléphant, ce qu'on fait tous avec ces victimes, avec cette assistance médicale, et on se retrouve next avec des gens qui vont palper la trompe et vont dire que c'est un serpent, des gens qui vont palper le corps et ils vont dire que c'est un mur, d'autres qui vont palper les pattes, ils vont dire que ce sont des troncs d'arbres, et on continue sur notre lancée. Et le constat fait que, next,
on se retrouve avec une prise en charge, une réponse qui est morcelée et non structurée. C'est très très important et j'ai beaucoup aimé hier la présentation du Carabinieri pour dire différentes approches réactives, proactives et autres. On est dans le réactif. Et quand on est dans le réactif, dans un système de référencement, c'est-à-dire dans le secteur urgent grave, elle est enceinte, elle saigne, elle va mourir, Ahmed, que faire? C'est une réponse téléphonique non structurée, non morcelée. On va appeler la première urgence, le premier médecin du monde qui va nous aider à trouver quelqu'un, et on est dans une réponse qui est non structurée et morcelée. Et là aussi, ce n'est pas seulement d'un point de vue prise en charge médicale, parce qu'on oublie le volet investigation médico-légale. Vous allez parler de l'investigation médico-légale, mis à part du macrouz que vous avez apporté. Donc, mais par contre, je vais dire un petit mot. Ce que beaucoup, et là je m'adresse aux juristes, parce que je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Ma collègue m'a dit qu'elle ne va pas tellement parler des preuves médico-légales, donc je vais un peu m'y aventurer en tant que médecin légiste. Pour les amis légistes, avocats, juges, une victime de traite est une scène de crime vivante. Une victime de traite porte sur elle les traces du crime traite. Rien qu'un viol peut être, je vais dire, mis en évidence par des preuves forensiques, médico-légales. La traite est un crime. Il s'est déroulé quelque part, n'est-ce pas? Exemple, dans une maison. Cette maison-là est une scène de crime. La victime elle-même est une scène de crime vivante. Donc, la victime porte sur elle les traces de ce crime et c'est pour cela qu'il faut y porter l'attention nécessaire et demander aux experts d'y répondre. Next, Michel. Alors, d'un point de vue assistance, vous voyez tous les corps de métier, les professionnels de la santé qui peuvent intervenir entre médecins, généralistes, psychiatres, psychologues, sages-femmes, autres spécialités médicales et médecins légistes. Chacun d'eux va y mettre un peu du sien pour assister cette victime, mais pas de façon collaborative ni de coopération. Et pour cela, le mécanisme d'orientation, le mot orientation est préférable au système de référencement. On oriente des victimes, on ne les réfère pas et ces personnes devraient travailler ensemble pour assister ces victimes. Next. Alors, j'ai dit les victimes peuvent avoir une interaction avec une structure de soins. Et là, on demande aux professionnels de la santé d'être un peu schizophrène, à la fois d'être thérapeute. Et là, il va porter une blouse blanche. Il va prévenir, wiqaya. Il va guérir, établir des documents médicaux. Ça, c'est son rôle de thérapeute. Il sait très bien le faire. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est d'être dans un rôle médico-légal de documentation. De dire s'il y a une compatibilité avec ce qu'elle raconte, s'il y a une crédibilité, s'il y a des traces objectives, s'il y a des preuves pour la justice. Donc ça, c'est l'objectif médico-légal pour rassembler des preuves en faveur d'une agression. Et là, le médecin devient auxiliaire de justice. Il est là pour éclairer le juge sur les preuves de ce crime. Next. Alors, en pratique, quel droit quel droit pour ces victimes en matière de santé? Prochaine. Alors, le premier, c'est la protection de la santé. Quand je dis protection de la santé, c'est non pas le droit à la santé proprement dit, mais le droit de recevoir des soins appropriés compte tenu de son état de santé. L'idéal, c'est que la victime guérisse, mais parfois on n'arrive
qu'à ralentir un processus, par exemple, qu'à alléger une souffrance. Donc, quelque part, c'est un travail de ce qu'on appelle, le mot juridique, c'est protection de la santé. Troisièmement, c'est le droit à la non-discrimination dans les soins. Et là, c'est un fait. La discrimination dans les soins en pratique en Tunisie existe. Existe déjà rien que par les textes. Existe entre nos citoyens. Parce qu'on a déjà des systèmes de soins différents. On a des systèmes de soins privés, publics. On a une filière coordonnée de soins. On a des personnes qui sont protégées avec un système de couverture sociale, d'autres non. On a un régime spécial pour les étrangers résidant en Tunisie. On n'a rien pour les personnes qui sont en statut irrégulier, sauf le fait que les structures de soins sont ouvertes de jour et de nuit pour les accueillir pour un panel de services qui sont palliatifs, préventifs, curatifs. Après, qui est-ce qui paye? Ça, c'est une autre paire de manches. L'accès, par exemple, aux traitements antituberculeux et anti-HIV, il faut savoir que la Tunisie reçoit ces traitements comme dans du Global Fund, comme partout dans le monde. Le Global Fund pour les pays, et là, ces médicaments sont dédiés aux citoyens tunisiens. Alors, je comprends l'esprit du Global Fund pour qu'il n'y ait pas de trafic. C'est quelque part, il y ait une traçabilité du traitement donné. Et parfois, on retrouve que les migrants, les victimes de traite, reçoivent ce même traitement, mais à travers un réseau associatif. Parce que tout simplement, il y a un petit vide juridique qui ne leur permet pas l'accès à ces mêmes traitements. Donc, il faut voir que tout cela pose un problème. Le respect de la dignité, quand je dis respect de la dignité, cela devrait être retracé aux différentes étapes de la prise en charge, dès l'accueil jusqu'à la sortie de la personne, du patient, dans la structure de soins. Suivante. Le respect de la vie privée et la confidentialité. Il faut savoir que le respect de la vie et la confidentialité en Tunisie est un délit. Le fait de divulguer un secret professionnel est passible de 6 mois d'emprisonnement. Ce respect est inscrit au niveau de notre Constitution, est inscrit dans tous les codes de déontologie. En Tunisie, l'article 8 et 9 du code de déontologie stipule que le médecin a une obligation de protéger le secret médical et que les personnes qui l'assistent devraient aussi s'y conformer. Information, consentement, sécurité dans les soins et surtout l'éducation sanitaire. Alors, quelle structure? Alors, j'ai dit toutes les structures qui existent dans le pays, et quand on dit structure de santé, c'est-à-dire premier niveau, première ligne, dispensaire, deuxième ligne, urgence, et toutes les structures régionales, universitaires. Il y a une unité spéciale qui est l'unité INGED pour la prise en charge des victimes de violences et violences sexuelles, qui est dédiée plus à la documentation, et la dernière, avant s'il vous plaît, et l'Institut de réhabilitation de psychotrauma, des victimes de psychotrauma, qui est l'Institut Nebras. Alors, quel type? Une assistance médicale qui peut être urgence, des soins de santé de base et des soins spécialisés, et une assistance psychologique qui peut être immédiate ou sous forme de réhabilitation, comme celle offerte par Nebras. Alors, je vais donner quelques chiffres, juste pour les chiffres que INGED prend, et juste pour voir ce qu'on reçoit. On reçoit plus de victimes étrangères, tout simplement victimes tunisiennes, tout simplement parce que les victimes étrangères ne viennent pas documenter, et on le comprend, les victimes étrangères ne sont pas adressées, les victimes étrangères ne viennent pas documenter leur, surtout, exploitation sexuelle et les violences. Suivante, il s'agit plus d'adultes que d'enfants. La moyenne d'âge est de 22 ans à peu près. Suivante. Il s'agit plus d'exploitation sexuelle qui touche les femmes. Et on a plus, s'il vous plaît, suivante, et on a plus de séquelles psychologiques
que de ce qu'elle est physique et sexuel. Alors, ce qu'on a appris, c'est que ces victimes de violences et à l'unité NGET et victimes de traite, c'est qu'il faut leur offrir un accueil dans un endroit discret, approprié, qui tient compte de leurs besoins. Secondo, suivante, c'est qu'il faut établir avec ces victimes une relation de confiance avec une écoute active. J'ai beaucoup insisté sur l'information et le consentement éclairé. S'il vous plaît, Imen, vous allez très vite. J'ai parlé de consentement et information. Il faut savoir qu'à NGET, le consentement éclairé est signé et la victime s'approprie ce document qui permet au médecin aussi bien de la documenter que de la traiter. Suivante, il y a un grand effort qui se fait pour respecter son intimité aux différentes étapes et process de l'examen et de la prise en charge. Suivante. Cela implique aussi le côté ambivalent d'être à la fois objectif puisqu'on documente et d'être le plus empathique possible, tenant compte qu'on a en face à une victime traumatisée qui a des trous de mémoire, qui ne souhaite pas forcément parler et qui a des souffrances auxquelles on devrait faire attention. Suivante. Alors, sûreté et sécurité, quand je parle de sûreté et sécurité, alors on parle de la sûreté de la victime, parfois des personnes qui l'accompagnent et de ses proches. On parle aussi de la sécurité des données recueillies. C'est très important et c'est pour cela, aussi bien NGET qu'Anebras, on a un process d'anonymisation des données et un process de cryptage des données pour qu'on ne puisse pas remonter et assurer l'anonymat des victimes. Et cela suppose pour quiconque offre une assistance médicale à la victime qu'il sache évaluer. C'est très important, évaluer le degré de menace qui pèse sur la victime. Et quand on parle de degré de menace, vous allez me dire que c'est difficile d'évaluer. Alors, que peut risquer une victime de traite? Une victime de traite peut risquer d'être tuée. Une victime de traite peut être blessée. Une victime de traite risque qu'on lui porte atteinte à son honneur et son honorabilité. Une victime de traite peut perdre, par exemple, de l'argent ou un patrimoine. Donc, selon cette évaluation, si vous êtes dans un risque faible, vous êtes dans une approche de documentation, de prise en charge. Si le risque est réellement important, vaut mieux ne pas s'entretenir avec cette victime, ni offrir une documentation à cette victime, à moins qu'elle soit dans un lieu sûr et vous êtes réellement certain qu'il n'y ait pas de représailles contre elle. Suivante. Alors, Melek a parlé de risque de retraumatisation. Et là, il faut savoir que les victimes de traite sont parfois, je ne vais pas dire auditionnées, mais vont rencontrer plusieurs intervenants, les experts en traite, les experts aveugles que j'appelle moi. Ces personnes de l'instance, de Nebras, de la police, la justice et même des ONG et auxquelles la victime est obligée de raconter la même histoire plusieurs fois. Ces histoires contiennent une composante traumatique qui fait que la victime peut revivre l'événement traumatique de façon diurne le jour, la nuit sous forme de cauchemar ou sous forme de flashback qui reviennent. Donc c'est très important d'être conscient de ce facteur retraumatisant. N'oubliez pas aussi que nos textes aussi de loi
prévoit pour les enfants des auditions uniques. Là aussi, malheureusement, la loi le stipule, mais rien n'est mis en œuvre pour assurer cette audition unique. Quand je dis rien, c'est-à-dire on ne sait pas qui le fait, quand est-ce qu'il le fait, où est-ce qu'il le fait et comment il le fait. Donc il n'y a pas de process pour cette audition unique, à l'instar de ce qui existe au Danemark, ce qu'on appelle le Barnhouse, ce qui existe aux États-Unis, c'est les maisons child-friendly, là où on peut auditionner un enfant. Suivante, tenir compte des questions liées au genre. Suivante, Imen, de certains facteurs religieux et culturels, et Madame Raouda a parlé du serment Joujou de certaines victimes, et si on n'est pas réellement, conscient de ces facteurs-là, on ne peut pas assurer un entretien correct avec ces victimes. Suivante, du contre-transfert, et là, du transfert et du contre-transfert. Là aussi, c'est très important. Lorsqu'on on offre une assistance à une victime de traite, il y a un transfert et un contre-transfert entre les deux intervenants. Ce contre-transfert peut être parfois très très lourd. Et on le sent, avec surtout les travailleurs et les intervenants dans les ONG. Et c'est pour cela qu'il faut un self-care, une gestion de stress pour ces intervenants. Suivante. Le travail avec des interprètes. Et là, c'est réellement une grande difficulté qu'on rencontre. C'est beaucoup plus facile quand la victime parle en français, en anglais. Parfois, elle parle un dialecte où on n'arrive pas facilement à trouver le bon interprète. Et là, on se rabat d'un point de vue, pratique, sur des interprètes qui appartiennent à la communauté, avec le risque que cet interprète ne soit pas tenu aux mêmes obligations légales et éthiques qu'un interprète assermenté. Et même, on n'est pas dans le dogme du primum non nocere, parce que là, on ne peut nuire, parce que cet interprète peut être en relation avec les trafiquants. Donc, au lieu d'aider la victime, on est là pour, honnêtement, aggraver son cas. Suivante. Entretien avec les enfants. Et là, un petit conseil. Pour les gens qui n'ont pas les skills, la compétence, s'abstenir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire le gentil avec un enfant, de donner un petit bonbon, ça ne sert strictement à rien. Ou vous savez ou vous ne savez pas. Un petit conseil, par exemple. Alors, pour les enfants, il n'y a pas un enfant, il y a plusieurs enfants. Il y a les enfants en bas âge, il y a les personnes en préadolescence, et puis vous avez les adolescents jusqu'à 18 ans. Et là, c'est des manières différentes de procéder. Pour dire qu'un enfant en bas âge, 7-8 ans, c'est 20 minutes de concentration max. Donc ça ne sert à rien d'aller au-delà dans un entretien. Donc c'est très important aussi de tenir compte. Il y a en la matière beaucoup d'ouvrages, selon le type d'exploitation, par exemple les exploitations sexuelles, selon aussi les capacités cognitives des enfants, et puis il y a des guides structurés pour l'entretien, tels que les recommandations, le guide UNICEF en la matière. Suivante. Alors, les leçons apprises en la matière. Les leçons apprises et les lessons learned. Suivante. Alors, dans cette approche, sur lequel d'ailleurs on tarde, et entre autres, c'était dans les objectifs généraux et dans les critères de qualité, dans l'établissement de notre manuel d'orientation. Et il y a eu une grande discussion avec les experts pour que ce ne soit pas de simples flèches avec les 10 intervenants. Parce que ces flèches-là, entre l'OIM, l'instance et le médecin, c'est dans cette flèche-là, il y a une victime qui n'a pas d'argent pour se déplacer entre, tout simplement, Mutuelleville et le Charles-Nicolle, qui n'a pas un papier qui reconnaît sa situation de victime, qui peut être appréhendé à n'importe quel moment par un policier. Donc, ça ne peut pas bien fonctionner comme sur le papier. Un petit rectangle, c'est très beau,
où il y a instance et puis vous avez médecin. Entre les deux, il y a une flèche et ce flèche, c'est un vrai hiatus. Et c'est pour cela, ce n'est pas simplement de la communication, de la coopération, mais une vraie collaboration et une approche participative. C'est-à-dire, techniquement, est-ce que ces personnes ont réellement conscience de ce qui se passe et comment font-ils pour que la victime accède réellement aux soins, que ce ne soit pas tout simplement un droit. Ça, c'est la clé du succès. Alors, suivante. Alors, je vous donne un exemple. Ce qu'on a construit à NGET pour une documentation, pour une exploitation sexuelle. C'est-à-dire, on essaie d'avoir les différents cas de figure. La victime peut consulter seule, spontanément. La victime peut être amenée par la police. La victime peut être adressée par l'instance sous forme d'un papier réquisition. On doit être conscient qu'il y a une urgence médicale, qu'il y a des lésions passagères qu'il faut documenter, qu'il y a des prélèvements à faire. Et là, on est dans la documentation médico-légale, que l'entretien devrait se faire avec tact et mesure, qu'on a un process pour l'examen général et l'évaluation gynécologique, qu'on doit avoir une assistance médicale immédiate qui existe avec notre psychologue en place et qu'on puisse faire tous les prélèvements et la prévention sur place. Donc on n'envoie pas la victime se promener dans une autre structure, on fait le prélèvement à NGET qui est adressé dans le laboratoire. On donne la pilule contraceptive directement à NGET et s'il faut que la victime avorte ou interrompe sa grossesse, c'est dans le même hôpital, l'hôpital Charles-Nicolle, où cette interruption de grossesse se fait. On organise un suivi psychologique à distance et on collabore idéalement avec Nebras. C'est très très bien parce que les mêmes personnes sont un peu ici et là et nos victimes sont référées pour la réhabilitation psychologique. Alors ce schéma va trouver des entraves quand il s'agit d'une victime parfois étrangère, tout simplement parce que la personne veut partir, parce que cette victime peut se retrouver, je vais dire, dans un centre qui est loin. Donc tout cela devrait être réellement réfléchi. Et ce qu'on offre en plus, c'est le document médico-légal qui peut servir dans un process judiciaire. Ça, c'est un exemple de bonne pratique où on offre un package unique et tous les intervenants collaborent et le process est réellement clair. Et les flèches ne comportent pas de hiatus. Suivante. Alors, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait une réelle volonté entre les différents intervenants avec un processus clair pour rétablir. Parce que, quelque part, le but des différents intervenants, c'est d'essayer de rétablir dans ce process d'assistance médicale cet état physique et psychique en ramassant les différentes pièces du puzzle. Et quand je dis pièces du puzzle, tout simplement parce que c'est une victime qui est cassée, fracturée. Alors, ça peut être par un process où on va l'autonomiser, la redevenir résiliente, mais c'est très important que cette approche collaborative avec les différents acteurs de santé et autres intervenants ramasse ces pièces de puzzle. Et quand on ramasse ces pièces de puzzle, next, on arrivera à reconstituer notre éléphant. Vous vous rappelez de l'éléphant où chacun va toucher une petite pièce, une partie du corps de l'éléphant et on va obtenir un éléphant. Alors, vous voyez bien que l'éléphant que je vous présente n'est pas idéal. C'est un éléphant qui est un peu difforme. Mais certes, c'est un éléphant, et là, quand je dis certes un éléphant, c'est un peu de redevenir quelque part non victime, mais être humain à part entière. Parfois, si ce process ne se fait pas correctement, suivante, on peut tout obtenir, sauf un éléphant. Vous pouvez obtenir un papillon, un coq, une tortue, et là, la victime n'aura pas accès aux soins. Et à la santé, il n'y aura jamais d'assistance. Suivante.
Donc, absence d'accès à la santé. Suivante. Alors, pour conclure, je vais dire suivante. Tout simplement que si on parle d'assistance médicale, l'approche devrait se faire sur 3 volets. Le premier volet est un volet droit. C'est un droit de la victime, un droit de l'homme assuré par les conventions et les traités internationaux. C'est un droit qui est octroyé par notre loi et par d'autres textes tels que les textes généraux de la santé. Deuxième approche, c'est une approche besoin, parce qu'on répond aux besoins de la victime en matière de santé physique et psychique. La troisième approche, c'est une approche participative dans laquelle on autonomise la victime, où elle est associée aux différentes étapes de la prise en charge à travers son information, son consentement et le respect de sa confidentialité. Certes, c'est un droit, mais sa mise en œuvre et son implémentation pratique continue à trouver des obstacles. Ces obstacles peuvent être techniques. Et là, on le voit tous les jours dans nos hôpitaux, et ces obstacles techniques. Et là, les obstacles que je vais citer ne sont pas propres aux victimes de traite. Certains sont plus accentués pour les victimes de traite, mais on le voit pour tous nos citoyens et les journaux télévisés. Tous les jours, vous avez des plaintes de citoyens contre notre système de santé technique, économique et social. Et je vous remercie pour votre attention.